On passe ça. Yes, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Je m'appelle Louis Dumas. Je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 8. Ouais, 8 du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, mon invité, c'est un gars que j'ai super hâte de recevoir parce que j'ai l'impression qu'on va parler longuement de beaucoup de sujets qui me sont pas familiers. Fait que je trouve ça super intéressant à ce temps-là. Fait que tout le monde, Régent Côté. Merci beaucoup, c'est super le fun d'être là. Ben, je sais, je vais redire le même gag que j'ai déjà utilisé souvent, mais content que tu sois content parce qu'un invité fâché, frustré d'être là, c'est jamais bon. C'est l'essentiel. Un mauvais début. T'es natif de où? Je viens d'Israélie. Hey, ça, en soi, là, des fois, je dis ça, puis le monde me demande c'est dans quel pays d'Israélie. Effectivement, je me pose la même question. C'est à une demi-heure de Temple Mind, là. C'est juste vraiment trop en campagne. Je dis vraiment trop en campagne. C'est un petit village. On a 2000 habitants. Ça monte à 3000 l'été parce qu'on est sur le bord de l'eau. Mais c'est vraiment rien de gros. Ben, tu sais, j'ai toujours entendu d'Israélie vaguement, mais je situais pas ça du tout. Tu sais, c'est en quelque part au Québec. Dans quel coin, je n'ai aucune idée, mais on entend ça quand même une fois de temps en temps, là, mais c'est dur de situer sur la map juste par le nom, là, tu sais, des fois, t'as comme, mettons, de la Montérégie ou, tu sais, des villes qui ont le nom de la région dans le nom, mais d'Israélie, c'est point d'interrogation. J'ai, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais je faisais de la lutte avant. À un moment donné, avant mon entrée, tu sais, parce qu'ils disent d'où je viens puis comment je pèse, tu sais. Puis le présentateur se trompe puis dit provenant d'Israël. Puis là, il me cale, bon. puis je rentre, puis là, je vois comme la déception dans la face du monde, tu sais, que le monde se regarde en dessous. C'est pas un Israélien, en tout. Moi, je suis comme, ben excusez, moi, j'ai jamais dit que je venais d'Israël, là, tu sais. De voir la confusion dans du monde, là, c'est un souvenir mémorable là, dans ma vie. Clairement que ça a le mérite d'être surprenant. On s'entend que what the fuck? Je pensais que c'était des lutteurs de la région, ou du moins, là, c'est une ligue canadienne, fait que on s'attend moins à ça. Ça a une saveur full internationale tout d'un coup, puis là, j'arrive pour amener l'ultime déception à ça. Ouais, Québécois pur laine, tu sais, côté. Ouais, c'est ça. Le nom de famille le plus québécois de l'univers. T'es-tu encore à Disraeli ou t'as déménagé? Non, là, j'étais à Trois-Rivières. Ok. Quand j'ai, à 20 ans, j'ai déménagé à Québec autour de 23, Trois-Rivières. J'étais allé à Thetford Mines avant ça. Après ça, j'étais allé passer quelques années en Beauce. J'étais travailleur autonome, mais je faisais du ménage dans le temps, puis je luttais en parallèle à ça. Et fait que je suivais à job, en gros. Tu sais, je me faisais offrir un contrat intéressant à une place, je suivais ça. Et là, je suis à Trois-Rivières parce que ma blonde restait à Trois-Rivières, elle a des enfants. Poser à un moment donné. Ouais, puis c'était beaucoup plus facile pour moi de faire le move. Tu sais, elle a ses enfants qui sont habitués ici, puis tout. Fait que c'est... moi, j'étais un gars tout seul, puis je travaillais dans une shop. Fait que c'était facile de me trouver un autre shop à Trois-Rivières, puis... Ben, surtout que Trois-Rivières, ben, tu sais, moi, je suis de Drummondville, puis, tu sais, j'ai toujours considéré Trois-Rivières comme une ville, tu sais, de région. Ben, c'est une ville de région, d'un certain point de vue. Mais je me dis, c'est la même grosseur que Drummond, mais hier, je suis allé à Trois-Rivières, puis vu que dans le podcast numéro 7, Francis me niaisait un peu comme à me niaiser, je suis dans un trou, je suis à Drummond. J'ai regardé Trois-Rivières avec des yeux différents, tu sais, probablement avec les yeux de quelqu'un de Trois-Rivières, puis j'ai comme fait, Chris, que Drummond, c'est petit finalement. Tu sais, avec une autre paire de yeux, là, je l'ai vu, ouais, Chris, c'est plus gros que je pensais. Moi, venant d'Israélie, tout est gros. Ben, à l'origine, je viens de Lefebvre. 800 habitants dans toute la municipalité. Fait que, effectivement, Drummond, avec 80 000 habitants,
Je suis comme, Chris, je suis arrivé dans Grandville, là. C'est tout ça, New York? Des gratte-ciels, là? Non, Puis j'ai un petit bloc appartement. moi, mes parents viennent de Sainte-Praxède. Je ne saurais même pas te dire le nombre d'habitants. Tout ce qu'il y a dans le village, c'est une église, puis il n'y a plus rien dedans. Ben, le Five, tu passes la petite école, l'église, t'es sorti du village. Tu t'es même pas rendu compte que t'étais rentré dans un village que t'étais plus dedans. Mes parents, eux autres, tu dis que d'Israéli, c'est à la campagne, puis ils sont offensés raides, parce que les autres sont comme, nous autres, on a vu la campagne. La vraie campagne, ici. Euh, Crème, ça m'intéresse beaucoup, justement, ton côté buteur, puis je sais pas c'est dans quel podcast j'ai entendu ça dernièrement, mais puis oui, j'ai fait l'analogie moi aussi de mon côté. Puis c'est vrai qu'il y a un parallèle entre le stand-up puis le fait d'être lutteur. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. C'est sûr que je sais que tu en parles beaucoup de ton passé avec la lutte, tout ça, dans d'autres podcasts que j'ai pognés. Fait que peut-être pas y aller dans le même angle, détailler Ouais. tu sais, les livres tout ça, mais vraiment le parallèle. Ouais, c'est deux arts qui sont similaires dans le fait que c'est un art qui est réactif. Puis comme dans la lutte puis dans le stand-up, autant est-ce que tu peux avoir une base qui est structurée de A à Z puis tu sais exactement où tu t'en vas pas à pas, si on veut. Ben, stagé, là, si on veut. Ouais, tu sais, mais vraiment serré, là, tu sais, vraiment, tu sais chaque pas où tu vas être, tu sais, autant dans ce que tu dis dans un stand-up que dans les manœuvres que tu fais dans un ring, tu sais. Mais une fois que tu apprends un petit peu à réagir de ce que la foule te donne, tu peux vraiment amener ça ailleurs, tu sais, tu peux vraiment faire participer la foule à un point Ben, qui n'a pas beaucoup d'art. pas littéralement du crowd work, mais de l'interaction, ben, même du crowd work un peu. Tu sais, si tu en as un enragé sur le bord de la clôture puis qui prend pour ton adversaire, ben, là, tu peux le niaiser puis C'est ça, c'est ça. tu veux pas, là. Tu peux regarder un film, tu sais, puis Iron Man 2 s'en fout de si t'es fâché, de si tu tripes, de si tu t'emmerdes, tu sais. Mais autant un humoriste qu'un lutteur peut justement, avec un certain niveau d'expérience, apprendre de cette espèce d'art-là, justement, de là, c'est le temps de lui donner un peu de ça, tu sais. Puis je vois des humoristes qui font ça depuis plus longtemps que moi, jongler avec ça d'une façon phénoménale, là, que je trouve vraiment impressionnante, tu sais. Puis je suis meilleur que j'ai déjà été avec ça, mais on n'est jamais rendu là, tu sais. Moi, j'étais un gros fan d'humour américain, puis Kevin Hart parlait Okay. que lui puis Chris Rock étaient en train de regarder un show de Dave Chappelle, puis qu'ils ont chiffonné de quoi qu'il avait écrit dans la journée, tu sais. Puis ça te rend vraiment humble, là. Parce que moi, genre au bordel, une fois, j'ai passé après JC Surette, puis j'étais super intimidé, là. Ben, clairement que le bordel, s'il y a bien une place, c'est que c'est facile d'être intimidé, c'est là. Ouais, c'est C'est ça. Puis c'est justement, là, légendaire. comment excuse? C'est légendaire, tu sais, c'est mythique comme endroit, fait que, tu sais, tu peux aussi bien jouer après Martin et Matt qu'après quelqu'un qui est son premier open mic, tu le sais pas. Tu le sais Ouais. quand t'es rendu là, puis des fois, crème, t'as un gros nom qui passe avant toi, puis là, tu dis, ouais, Chris, moi, je suis qui pour passer après lui? Ouais. C'est, On, c'est, on ça avait met ses niaisé épaules. dans la journée, moi puis mon chum, Jason Boyd, qui commence, là, qui a 15-20 shows de fête, là. Puis là, on est au bordel. C'est qu'on a vu Louis-José Hood passer. On l'a juste vu vite. Puis on s'est mis à niaiser, tu sais, imagine, t'arrives, puis Louis-José veut essayer de quoi, mais il veut pas partir trop tard. Fait que sur le line-up, c'est Louis-José, puis après, c'est toi, tu sais. Puis on niaisait avec ça un peu, d'à quel point ça serait intimidant. Puis quand je suis rentré, j'ai vu le line-up, puis c'était JC Surette, puis moi. Puis c'est un gars que j'adore, qui fait ça depuis très longtemps, qui est tellement fort, tu sais. Puis je mentirais de dire que j'ai pas été très intimidé de voir ça, là. Mais d'un côté, ben, tu sais, d'un, la lutte, ça a été un peu comme ton école de l'humour, un peu, tu sais.
on the side, là, c'est sûr que, ben, il y a des gags dans la lutte, mais c'est sûr que c'est pas un cours d'écriture. Mais, tu Ouais. sais, c'est apprendre à d'être son personnage comique ou, tu sais, son interaction avec la foule, ou à J'avais être à l'impression. l'aise. Mais, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un bon point parce que c'est vrai ça que j'avais l'impression qu'il se passait quand je commençais, que je me disais, on dirait que je suis moins stressé d'être devant du monde que d'autres humoristes que je vois. Puis moi, je suis déjà capable d'avoir le son plus fort, si on veut, tu sais, d'être plus à l'aise, tu sais, d'être plus. Mais je suis zéro en écriture, par exemple. Tu sais, ça, j'étais totalement un débutant, là. ouais, c'est Fait, sûr, il y avait des ben, choses que j'avais été capable d'amener, mais c'était pas ça, c'était pas pareil. ok, Chris, bon, on va y revenir un peu rapidement tantôt. J'ai voulu changer de sujet un peu. Euh, j'ai cru comprendre à travers ton podcast, viens voir ton boy. Il est ouais, ton boy! Je me demande si éventuellement je vais le changer parce que c'est une vieille joke de nom. Ben, Mais je c'est un titre mentirais si je marquant. dirais. C'est un titre marquant. Fait que c'est simple. Puis, tu sais, on veut pas se mélanger entre deux podcasts. Ouais. Fait, Puis je trouve encore ça drôle, là. Je mentirais de dire que ça me fait pas encore rire. De dire que mon podcast s'appelle Il est ouais, ton boy. euh, t'es arrivé comment avec l'idée de te lancer dans un podcast? C'est quoi le cheminement qui t'a amené à partir de ton podcast? Honnêtement, là, ça va pas me faire sonner big de dire ça. Ben, Mais regarde, moi, mon cheminement, il a pas plus pire que le mien. Fait que je me dis, ça va être mieux que moi, de toute évidence. tu vas être impressionné. Quand, moi, j'écoute quelques podcasts souvent, tu sais, dans mon char, j'écoute juste ça. Puis je me disais, un jour, si tout ça vient à fonctionner moindrement, puis si je peux commencer à me créer un certain following, tu sais, parce que ça me dérangerait pas de jamais gagner ma vie avec l'humour. Mais si jamais c'était possible, pourquoi ne pas rêver? Ben, une sage manière de penser, garder le rêve en tête, mais tu sais, ne pas se mettre juste ça comme objectif, puis Ouais, c'est ça. laisser un petit peu J'ai de fait cette erreur-là avec sagesse. la lutte, tu sais, puis j'ai pas envie de la recommencer. Mais quand j'ai commencé le podcast, je me disais, j'ai l'impression que je suis pas prêt à ça, puis que personne va l'écouter. Mais une fois que je vais être prêt à ça, j'ai pas envie d'avoir zéro expérience là-dedans. C'est un Ben, peu comme le stand-up. Au début, t'es pas bon, mais tu te dis, il faut que je passe à travers ce temps-là de pas être bon, tu sais. Puis puis je me surtout disais, j'ai que pas envie. tout le long que dans ce parcours-là, autant dans un podcast qu'en stand-up, moi, je commence à moins l'avoir, là, mais au début, les premiers épisodes que je faisais, j'étais zéro à l'aise. Pourquoi? Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour me revendiquer assez intéressant pour Ouais. vous jaser pendant 1 heure, 2 heures, puis ah oui, venez-vous-en, écoutez-moi. Puis, mais là, à force de faire la publicité, il commence à avoir un petit following. Puis là, je me dis, bon, Chris, je sais pas casser un bras, ils viennent me suivre, fait que, regarde, prenez-les. Puis t'entends du monde tellement big qui ont encore ce même syndrome de l'imposteur-là que justement, c'est un peu un combat de tous les jours dès que tu décides d'être out there dans peu importe ce que tu fais, là, tu sais. Mais ça, je pense que c'est surtout une perspective qu'on a. Tu sais, mettons, là, je l'ai plus avec le podcast. T'sais, même si c'est un jeune podcast, j'ai compris que, OK, ouais, il y a vraiment du monde qui a un intérêt envers ça. Mais quand que je vais changer de projet, aller avec un autre projet, je vais avoir le même cheminement, je le sais déjà. Puis c'est la nature humaine. Ouais, ouais. On apprend de tout en faisant tout. Oui. Euh, Puis, mettons, ton podcast, si tu voudrais me le décrire, comment tu le décrirais? C'est pas un podcast à proprement parler sur le stand-up. Oui, qui parle de stand-up, mais tu parles de beaucoup de choses, fait que c'est plus un peu style blog personnel. Ouais, ouais, je dirais que c'est ça. Je suis souvent seul, mais des fois, j'ai des invités. Je trouve ça dur d'avoir des invités puis que ça ne pas tout le temps juste mes chums, tu sais. Puis, fait que je veux pouvoir en faire un avec des invités,
Mais je me disais que ce serait dur de trouver une personne chaque semaine. Si je voulais en sortir un relativement souvent, je voulais avoir cette espèce de liberté-là. J'ai senti ça pas mal. Ouais, ben c'est un combat de tous les jours. Il y a des semaines, tu sais, je me dis, Chris, on est dimanche soir, j'ai pas encore enregistré, je sors ça mardi matin. Faut qu'il soit fini de monter. Lundi soir, c'est moi qui le monte. Des fois, là, je m'arrache les cheveux de sa tête. Ben, je me suis fait sauver une couple de fois. Envoyer des messages à la dernière minute à du monde que je connais un peu. Hey, veux-tu me sauver le cul? J'ai personne. Ah Euh, non, c'est ça. Mais c'est vraiment une fois comme aux semaines ou aux 2 semaines, je jase autour d'une demi-heure. Puis moi, j'aime l'horreur, j'aime les sports de combat. Tu sais, justement, je tripe sur le stand-up. Fait que, tu sais, d'un sens, je garde ça léger, mais c'est juste parce que je parle de ce que je connais. Tu sais, je mentirais de dire que je suis un gars bien politisé, puis qui... Ben, je vais peut-être comparer. C'est une mauvaise comparaison. Je sais pas si t'as vu passer mon autre projet en parallèle, le Rapcast. Non, j'ai pas vu, C'est excuse. des petits. Ben non, t'as pas à t'excuser. C'est tout nouveau, tout neuf, puis ça a pas bien gros pogné encore. J'ai un épisode de sortie. OK. Ben, c'est pas un hebdo, pas un mensuel. Je sors ça quand ça me tente. Mais je fais une demi-heure. J'ai appelé ça le Rapcast. Pourquoi? Parce que je rappe mes sujets. Puis je le fais juste quand ça me tente, puis je parle de n'importe quoi. Fait que c'est un petit peu semblable. OK. C'est sûr, moi je m'axe plus à parler de la relève parce que les têtes creuses, c'est vraiment pour présenter la relève puis faire miroiter la relève. Ben, miroiter. Faire découvrir la relève. Ouais. Emmener de l'exposure aux gens de la relève. Fait que c'est un peu ça le concept du Rapcast, mais là, je suis tout seul, fait que je parle de choses que j'ai vues passer. Je parle aussi de mes projets. J'en profite de me plugger ici. Je suis un rat de même. Faut faire ça pour quelque chose. Mais non, c'est ça. Ben, comme le premier épisode, je parlais du Festival Fauve qui va venir à Drummondville, puis des choses comme ça. Fait que c'est un OK. peu semblable. Euh, j'ai aussi vu que t'es quelqu'un qui adore le gaming. Ouais, j'en parle dans mon podcast aussi. Euh, T'en parles? Attends, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je pense que sur 2 podcasts, mettons, je l'aurais chronométré. En 1 heure de matériel, en 2 podcasts, il va y avoir 40 minutes, je te dirais. Et j'ai des phases, là. On dirait que le temps dans ma vie où est-ce que je m'entraîne, j'ai moins le temps de jouer à des jeux. Et en ce moment, comme mon physique le démontre, j'ai le temps de gamer. Le confinement, ça a été dur sur le gaming. Hey, quand le confinement est arrivé, j'avais plein de projets, tu sais. Là, j'allais faire. Si je Puis t'ai fait une mouche, excuse-moi. je faisais du gros ménage dans l'appart. Tu sais, là, j'essayais d'être actif. Puis là, qu'est-ce qu'on voulait faire depuis longtemps pendant qu'on a le temps de le faire, tu sais. Puis là, le remake de Final Fantasy VII a sorti et a mis un frein dramatique à cette histoire d'être actif-là. Là. Elle était atroce, le shit qu'il y a eu dans l'appart une fois que ça s'est sorti. Excuse-moi, je vais fermer mon cellulaire. Je voudrais pas très professionnel. Ouais, C'est non, fait. c'est pas dramatique, là. Moi, au dernier, on l'entendait pas parce que le micro était orienté de l'autre bord par rapport au téléphone. Ah, Mais ok. tout le long du podcast, j'essayais de le pogner pour qu'il arrête de sonner. Puis... Mais c'est pas si pire. Vu que c'est moi qui fais le monteur, j'ai pu le cacher, là, mais. Moi, ça, des fois, je me sens mal parce que c'est un autre gars qui fait le montage de mon podcast. Fait qu'il arrive plein d'affaires. Puis je m'excuse, chum. Ben, crème, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un que. Ben, j'ai pas eu des offres par rapport à ça, mais j'ai tout appris à le faire, mais je me dis, crème, si. Comment est-ce que t'es arrivé à te mettre en contact avec quelqu'un qui fait le montage, tout ça, tu sais, ça crée une belle chimie de toute évidence, parce que ça a l'air simple, tu envoies ça. Tu sais, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. Il sait ce qu'il Non, a à faire. je ne fais que l'envoyer. Puis, des fois, s'il y a des espaces, admettons, je vais chercher un mot, quelque chose, vu que je suis tout seul, ben,
il va couper les, admettons, 3 secondes si je dis rien. Fait que des fois, admettons, je vais prendre une seconde pour penser à quelque chose pendant que je le fais, puis là, je vais leur dire. Au montage, il coupe ça. Puis c'est un de mes amis de longue date avec qui j'ai Victory Ring. Je veux pas faire une plante d'eau dans le podcast, mais c'est ça. Moi et lui, on a un projet on the side à ça. Puis quand j'ai commencé en humour, lui, il a eu l'ultime gentillesse de me dire toute l'exposure que tu es capable d'avoir, toute la visibilité que tu es capable d'avoir avec l'humour va refléter d'une façon ou d'une autre avec Victory Ring. Tu sais. Parce que veux pas, c'est ça que je fais, c'est une partie de ma vie. Tu sais, fait qu'il m'a dit si je peux t'aider de quelque façon que ce soit, n'hésite pas à demander. Puis là, moi, j'avais le projet du podcast, mais j'avais aucunement les connaissances. Rapidement, je vais te repartir sur autre chose. Victory Ring, je le dis bien, là, ça se trouve à être quoi? Parce que juste le nom comme ça, c'est dans le bac pour moi. Je suis pas un fan de lutte, je suis pas un fan de jeux vidéo. Fait que, pour ça, je disais au début, il va y avoir beaucoup de sujets que je vais en apprendre beaucoup parce que c'est pas des sujets nécessairement où c'est que je suis calé ou quelque chose comme ça. Hein. Quand on a commencé la fédération, tu essaies de te démarquer d'une façon ou d'une autre, puis tout le monde était 3 lettres. C'est comme le branding de la lutte. Il y avait la WCW, la ECW, la WWE, la AEW. C'est une espèce de façon que le monde a commencé à parler que les fédérations, c'est 3 lettres. T'sais. Puis nous autres, on se disait, si on faisait quelque chose de différent, si notre nom, c'était des mots, c'est pas... parce que, évidemment, les lettres veulent dire quelque chose. WWE, c'est World Wrestling Entertainment. Mais nous autres, on voulait pas avoir une espèce d'acronyme de même. Puis on essaye d'avoir une histoire concrète. On essaye que les victoires aient de l'importance parce qu'on trouvait que des fois, la lutte, ça vient filer un peu random. T'sais. On veut bien que c'est un show, tu sais. Qu'il y ait un suivi d'un événement à l'autre. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a un gars qui perd 3 shows en ligne, puis là, il y a un match pour la ceinture. Pourquoi? Fait qu'on aime ça, qu'il y ait une certaine... Créer de tout le la monde va confusion. récompenser. Comment, excuse? Créer de la confusion. Ouais, c'est ça, on essaye d'éviter ça, tu sais. Fait que c'est de là que l'idée que le nom de la fédération soit Victory Ring. C'est Nicolas Jalbert, justement, mon chum qui édite le podcast, qui a eu cette idée-là, même des années avant qu'on fasse la fédération. Il y avait eu ce flash-là, il se disait, il me semble que j'aurais une fédération, je l'appellerais de même. Là, des années après, on a décidé de starter ça, puis j'aimais vraiment l'idée, fait qu'on a décidé de rouler avec ça. All good, pour vrai. Ben, je trouve ça vraiment intéressant, mais vu que pour moi c'est le néant, que je ne connais rien à la lutte, pour vrai. Tu sais, j'ai même jamais vu un match de lutte autant à TV sur Internet. Fait que je t'écoute, puis je suis un peu. Bon, c'est ce que je dis, fait que. Non, c'est une communauté étrange de façon à ce que... Il y a tellement une grosse historique envers ça que des fois, il y a du monde qui me disent la lutte, j'aime pas ça, tu sais. Puis j'ai pas l'instinct de... Ah ouais, ben je comprends, justement, tu dis je connais pas ça, ou tu sais. Mais même quand le monde me dit moi, j'aime pas ça, j'ai pas comme envie d'argumenter ça. Je suis comme, moi, c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, tu sais. C'est comme... tu sais, je comprends. Moi, je tripe là-dessus depuis que je suis jeune, puis de la manière que tous les backstage fonctionnent, puis tout. Mais c'est une question de culture aussi, parce que moi, j'ai pas été exposé à ça jeune. J'ai découvert ça, je devais avoir 17 ou 18 ans quand j'ai comme vu les premières fois où c'est que, ah, crème, il y a ça à la TV. J'ai pas écouté, mais j'ai comme, ah, ok, ça existe. Ouais. Ça manque vraiment à ma culture, c'est plutôt ça que j'ai aucun jugement. T'sais, c'est comme le gaming. Je suis plus à jour, mais quand j'étais jeune, je gamais tout le temps, mais là, à cette heure, je sais même plus c'est quoi les derniers jeux. J'ai une Xbox, puis je pense que le seul jeu que j'ai joué vraiment cette année, c'est Grand Theft Auto. Puis ma dernière game, on remonte à 3 mois. OK. C'est ça mon niveau de gaming, là. Ben, moi, je suis plus en shape quand je game pas, fait que ça garde ça de même. Ouais, ben, moi, le trouble, c'est que je suis pas plus en shape quand je game pas. Ça change rien, je suis un gros mou pareil, peu importe.
Ah, mais moi, des fois, plus jeune, je jouais à des MMO, là, tu sais, je jouais à World of Warcraft, puis là, ça, c'est arrivé à des temps de ma vie où, tu sais, que j'avais pas vraiment une passion non plus, tu sais. Parce que quand j'avais la lutte, ben, c'était de m'entraîner, puis l'after avec le stand-up, c'est l'écriture, tu sais. Mais si j'ai pas rien qui me drive, puis que je trouve un jeu un peu trop bon, ça devient très dangereux, ma vie sociale, là. Mais ça, c'est comme j'essaie de me souvenir. J'ai entendu un podcast de Thomas Levac, mais j'essaie de me souvenir c'est qui a dit ça. Mais ça me revient pas le nombre d'invités, là. Euh, d'un point de vue de travail humoristique, de trop accorder de l'importance à des jeux, ça a dû arriver à certains moments, c'est que tu te rends compte que tout le temps que tu as mis sur un jeu peut venir déranger la productivité au niveau humoristique. Ouais. C'est une question, là, je m'hasarde un peu. Là. Non, mais et justement, c'est intéressant parce que je veux pas. Tu sais, je sais pas comment les autres travaillent, puis il y a du monde tellement meilleur que moi que je suis qui, justement, pour juger de la façon que quelqu'un va travailler, tu sais. Mais moi, j'ai des moments. Moi, je suis comme constamment en prise de notes. Tu sais, quand je pense à quelque chose, j'ai tout le temps mon livre avec moi. Tu sais, quand je pense à de quoi, je mets 2 phrases dedans ou 2 mots-clés qui vont me rappeler de l'idée générale, tu sais. Puis là, je vais la travailler dans ma tête jusqu'à un certain point. Tu sais, pendant que je fais la vaisselle ou whatever, pendant que j'étais à la job, puis je tombe dans l'une un peu, tu sais, puis... mais il me faut un temps où est-ce que je m'assis vraiment, tu sais, puis je fais rien d'autre qu'écrire. C'est une question de discipline. Ouais, puis ouais. T'es capable de te l'imposer quand même. Et moi, il faut. Tu sais, je veux pas dire il faut parce qu'il y a du monde meilleur que moi qui m'ont dit qu'eux autres le font pas. Tu sais, justement, c'est un art qui peut être fait de tellement d'angles différents que j'ai pas de doute que pour d'autres personnes, eux autres, c'est pas le même que le procédé se fait. Puis je juge ça en rien. Mais moi, je le sais que je le sens vraiment dans mon matériel. Si je fais du matériel, tu sais, c'est rare que je vais vraiment faire de quoi qui marche, là. Tu sais, des fois, je vais penser à de quoi dans la journée, puis je vais l'essayer un peu lousse, tu sais, le soir. Puis ça fait juste me dire comment est-ce que... Improviser un peu. Ouais, tu sais, avec une idée que j'ai eue plus tôt, puis je l'ai juste comme travaillé un peu en chemin dans mon char, tu sais. Puis si ça marche correct, je vois que ça a le potentiel que je mette du temps là-dedans, tu sais. Mais c'est très rare une joke que je vais penser de même, puis je vais sortir. Là, ça va exploser. Là. Pour moi, c'est très rare que ça arrive. C'est cool. Pour vrai, tu me surprends parce que tu as répondu à ma prochaine question sans le savoir, parce que normalement, je parle beaucoup de la technique d'écriture, parce que j'aime ça, découvrir un peu l'univers de tout à chacun. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il m'a pris de cours, lui? Non, mais c'est bon, là. C'est bon signe que ça roule tout seul. Je fais ça très très haut, parce que je prépare mes questions d'avance, c'est vraiment la prochaine question que je m'avais posée. Comme, oh, ok, il va se répéter, je lui demande ça. Tu dirais, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire du stand-up ou que, tu sais, ouais, ben, tu sais, pour moi, c'est plus vague, mettons, mon départ, parce que, en réalité, j'ai même pas encore fait ma première scène. Ben, tu sais, j'ai fait de la scène, mais dans le passé, fait que là, quand j'ai voulu revenir faire de la scène, il y a eu le confinement, tout ça, fait que, Ouais. là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus vague. Tu sais, j'ai recommencé, mais pas vraiment. Mais quand est-ce que tu dirais que tu as commencé à faire du stand-up? J'ai commencé il y a 2 ans, OK? mais tu sais, ça va être 2 ans dans quelques semaines, il me semble. Ou ça a fait 2 ans, je ne pas trop long. Mais justement, au début, j'ai fait mon premier show. Puis j'ai réussi à m'en trouver un deuxième, quelque chose comme 3-4 semaines après ça, tu sais. Puis j'ai eu 1 ou 2 mois de même. Là, l'été est arrivé, fait qu'il y a moins de show. J'ai réussi à m'en faire beaucoup une coupe quand même, tu sais. Mais quand ça faisait une couple de mois que j'étais là-dedans, puis là, j'avais vraiment plus une idée de la scène qu'il y avait à Québec, à Sherbrooke, vu que moi, c'était plus là que je jouais.
là, j'essayais de jouer 2-3 soirs semaine. Fait que là, tu développes une toute autre expérience. À 2-3 soirs semaine, tu sais, dans la première année, c'est quand même bon, là. Ouais, c'est ça. Après un petit temps, puis ça a vraiment paru plus vite. Et là, avec le confinement, tu sais, dans ces 2 ans-là, il y a comme 3 mois que j'ai joué une fois. Fait que ça fait vraiment 2 ans. Ouais, mais j'ai écrit beaucoup dans ce temps-là, tu sais. Fait que j'ai essayé de faire avancer mon humour quand même de cette façon-là, mais il n'y a rien comme jouer. C'est un art qui se pratique mal, pas de foule. Mais tu m'emmènes à une autre de mes questions habituelles. Comment ça a été la créativité pendant ces 3 mois-là, là? Au début, j'ai eu l'espèce de feeling, ah là, c'est le fun, j'ai plein de temps. Ouais, pas la blanche. Ouais, c'est ça. Non, même pas, j'ai pas mis de temps. Ah. J'étais tellement comme confiant au début, justement, je me disais, je vais faire plein d'affaires dans la maison, puis ça. Puis là, je me suis mis à gamer. Mais là, quand j'ai eu le feeling de ça va déconfiner bientôt, puis j'ai rien fait. Je me suis tellement déçu que j'ai eu 2-3 semaines où est-ce que ça a débloqué en fou mon écriture. Je dis débloqué en fou pour mon niveau à moi, là, tu sais, mais versus ce que moi j'ai vécu juste auparavant. J'ai vraiment travaillé ça beaucoup, là, j'ai fignolé ça, j'ai réécrit des vieilles affaires, puis j'ai écrit des nouvelles affaires. Dans ma journée, je prenais vraiment beaucoup de temps là, avec mon livre, à prendre des notes et tout ça. Et après un petit temps, on dirait que là, j'étais un petit peu trop fier de ce que j'avais fait. Puis là, j'essaye un petit peu de me redonner une discipline. Tu sais, justement, je prends tout le temps des notes. Tu sais, je suis toujours en train de noter à gauche et à droite, mais vraiment travailler, c'est ça qu'il faut que je fasse de plus. Là. J'ai le goût d'y aller avec une question que je pose plus depuis quand même quelques épisodes. Mais je sais pas, vu que tu sembles avoir eu un gros moment d'inspiration pendant le confinement, ben tu sais, pas un grand moment d'inspiration nécessairement, mais tu sais, une prise en main. Est-ce que tu as écrit des gags par rapport à tout ce qui se passait durant la pandémie ou tu t'es gardé une réserve là-dessus? J'avais peur que tout le monde arrive avec son 5 minutes sur la pandémie. Puis si je faisais 1 heure, tu sais, j'en veux pas à des grands humoristes qui font plus de temps et qui vont nous parler 10 minutes du confinement dans leur prochaine heure. C'est ce qu'on a vécu. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je suis dans des soirées où c'est qu'il y a 7 autres gars-filles qui font de l'humour, qui sont super bons. Puis si je veux me démarquer là-dedans de n'importe quelle façon possible, faut pas que j'arrive avec les mêmes sujets, du même angle. Tu sais, fait que j'essayais de rester loin de ça. Mais il y a 1 ou 2 jokes, tu sais, de distanciation sociale, puis de confinement, que quand j'y ai pensé, je me suis dit, ça, je vais l'écrire. Là, je me suis pris des petites notes mentales pour du crowd work éventuel. Ouais. C'est vraiment mes moments d'impro. Tu sais, tu sais, comment, ben, tu sais, après ma présentation, comment est-ce que j'aborde le public? Tu sais, ça, j'ai des petites, ben, pas des prémices, mais tu sais, vraiment, du crowd work, tu sais, que je puisse vraiment en lousse que, bon, je sais que je vais faire des gags, mais là, tu me dis la même chose que tout le monde m'a dit depuis que j'ai commencé le podcast. Puis on s'entend, j'ai commencé ça, je pense, en juin. Fait qu'on était en plein dedans, puis je suis quasiment déçu, j'aimerais me dire, Chris, j'aurais dû écrire un numéro juste là-dessus. Tout le monde me dit, tout le monde va en avoir. Personne n'a à date, là. Pour vrai, ça fait quand même plusieurs personnes à qui je pose des questions, puis personne n'a écrit là-dessus. Ouais, moi aussi, justement, de mes chums à qui je parle, puis tout, on dirait que tout le monde est comme « Ah non, touche pas à ça, là, tu sais. » Puis là, on se retourne de voir. Mais un peu comme n'importe quoi dans le piège que l'originalité peut être, tu sais. Moi, mon exemple d'humour pas original, c'est « Hey, les gars pis les filles, on n'est pas pareil, right? » Mais si t'as un bon number de les gars et les filles, on n'est pas pareil. S'il te plaît, fais-le, puis je vais rire.
Ça me fait beaucoup penser à la réflexion que Olivier Boudreau avait, parce que je pense que c'est lui la personne à qui j'ai parlé de ça, par rapport à tout ce qui est gag de confinement, ou même les gags Tinder, ou des Ouais, sujets ouais. très très exploités. Puis, comme tu disais, il va toujours en avoir. Puis il va toujours en avoir des mauvais gags là-dessus. Mais tu sais, pas nécessairement mauvais, mais surexploités. Ouais, ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver le petit, le petit grain de sel qui est différent des autres, puis qui fait que c'est original à sa manière, qui peut aller dans un sujet quand même, ben oui, surexploité. Là, on va pas se cacher des mots, là, mais c'est vraiment ça, ou trop Tu peux, d'actualité, ou... ouais, c'est ça. Tu peux avoir un angle intéressant de quelque chose. Tu sais. Oui, tout le monde nous parle de ça, mais si ton point de vue là-dessus est différent de ce que tout le monde fait, puis que c'est drôle, c'est tellement dur juste d'être drôle au départ. Tu sais. Genre, j'applaudis les humoristes qui sont intelligents puis qui nous font réfléchir puis toutes ces affaires-là. C'est encore mieux. Tu sais, mais juste être drôle, c'est tellement dur. Je juge pas. Écris sur ce que tu vis, tu sais, puis veux pas si toi ce que tu vis puis ce que tu connais chez Tinder, ben lâche-toi là, tu sais, ben, justement, ça peut être bon, ça peut. Il y a des numéros sur des sujets surfaits qui me font pleurer de rire. Tu sais, c'est juste pour les mauvais que c'est plus plate. Mais... Ouais, ben, c'est juste une question de curiosité. Pourquoi que je parle tout le temps? À l'occasion de ça, parce que au début du confinement, je sais pas si t'es fan de Mike Ward, tu écoutes. Probablement, là, j'imagine. Malheureusement, non. Je veux dire, je suis sûr que c'est bon avec tout le succès que ça a. J'ai aucun doute. C'est juste que dans mes habitudes. Wow! Ouais, je sais. Wow! Tu s'envoies un gars qui a un podcast, qui se fait inviter à des podcasts, qui y va, qui est en humour, puis qui est pas fan de Mike Ward, tu écoutes. Regarde, je pense que je vais prendre ça en note, là, puis ça va prendre 10 ans avant que j'envoie ça. Je l'ai juste écouté avec d'autres mondes, tu sais. Genre dans le char avec d'autres mondes qui en avaient. C'est super bon. Ouais. C'est juste que moi, j'écoute de l'humour américain, puis c'est en rien contre l'humour qui se fait ici. On a de l'humour incroyable. C'est juste que moi, le monde qui m'ont vraiment fait triper là-dessus, c'était du côté américain au début. Fait que par habitude, j'ai tout le temps plus penché là-dessus. Puis j'écoute le podcast de Bill Burr, puis j'écoute le podcast de Joe Rogan. Puis Bill Burr en fait 2 de 1 heure d'une semaine, puis Joe Rogan en fait tellement de 3 heures que si j'avais plus de temps dans ma journée, j'aimerais ça écouter le podcast de Mike Ward, mais j'en ai déjà trop. Il y a déjà trop d'affaires. Non, ben, c'est juste que je suis complètement surpris, là. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, je pensais poser une question qui en était pas réellement une. Ouais, mais c'est ça. Et des fois, les humoristes au Québec en parlent autour de moi comme si c'était acquis, tu sais. Ils sont comme, ouais, dentelle. Puis là, le monde autour de moi se met à en parler. Puis je suis comme, je suis juste gêné. Je dis De quoi tu parles? Les gens sont comme, right? Je suis comme, right. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi que j'avais amené ça. C'est que au début, au mois de mars, début mars, il en parlait beaucoup avec Jean-Tom, tout ça, que il s'attendait. Il a tellement répété. Il va en avoir 10 000 numéros sur la pandémie, le confinement, tout ça, que je pense que tous les humoristes de la relève ou vraiment en niveau débutant, là, à mon niveau, là, des wannabes, euh, ils ont tout eu, puis moi aussi j'ai eu cette réflexion de que si Mike Ward le dit, c'est la vérité, c'est les paroles sacrées. Fait appliquons. Ah non, c'est ça. Et puis tu peux pas argumenter avec le succès monstre que le podcast a. Là, il y a, il y a des choses que justement, ça peut pas être dans tes habitudes ou tu peux même pas tant
toi, personnellement apprécié, tu sais, mais il y a un certain niveau de succès qui est bien dur de l'extérieur de regarder puis de comme non, c'est pas bon ça. Comme Ouais, c'est juste incroyable comment est-ce que c'est devenu gros que il y a des phrases qui sont devenues mythiques, qui sont devenues plus grandes que les personnes qui les ont prononcées à l'origine. Là. Signe-moi Michel, voyons, sors avec. Des phrases qui sont devenues des hashtags carrément, que le monde ont ça sur des t-shirts, puis que quand quelqu'un voit Michelien, Michel de loin, signe-moi Michel, même en Europe, c'est hallucinant. Là. Mais je sais pas si lui-même ça le dépasse pas des fois, tu sais, de se retourner de comme wow. À Mais quel point pour ça. vrai, je pense que j'ai vraiment de la misère à me remettre de mon émotion. Je m'attendais tellement pas à cette réponse-là tantôt que ça, Tu me l'as demandé puis je suis devenu stressé, j'étais comme oh my god. Et ça j'ai va se été pris au faire. dépourvu. Mais regarde, c'est cool, c'est pas à toi de t'adapter, c'est à moi, là, mais je suis juste estomaqué, j'en reviens pas encore. Je suis la licorne de l'humour de pas écouter sous-écoute. Puis demain, je serais sur sous-écoute, genre, ça serait un mélange d'ultime joie et de stress qui me briserait sans fin. Tu Là. passerais la nuit à écouter en rafale des épisodes qui te Hey, mettent à jour. c'est ça, j'arriverais là, je penserais que j'aurais le gros edge parce que je me suis mise à jour. Ça ferait 2 semaines que j'ai pas dormi. Euh, je pense à ça. Je viens d'allumer parce que je fais tellement de recherches puis de stalkage que je me souvenais plus de comment est-ce que je suis tombé sur ton nom. Parce que, tu sais, à un moment donné, je passe mes journées à tout le temps me renseigner sur ce qui se passe dans la relève, fait que ça vient mélangeant. Je viens de réaliser que je t'ai name droppé la personne qui t'a référé à mon podcast, Olivier Boudreau. Ah oui! Vous vous connaissez de où? Je veux être sûr de. C'est. Ok, ils m'ont référé ton nom, mais tu sais, je savais pas à quel point vous connaissiez ou pas. Tu sais, Non, mais je pense, c'est parce que ce qui se passe, c'est que j'ai une horrible mémoire des noms. Mais honnêtement, ce qui fait que je me sens mal, c'est que je pense que c'est mon ultime boy de Sherbrooke ben que j'ai oui, pas. effectivement, le Sloppy Joe podcast avec C'est ça. Antoine Ouais, Veronneau. ben oui, c'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ouais, je voulais juste être sûr, hein, parce que j'étais pas sûr de son nom de famille, puis je m'en veux parce que je l'aime tellement. Hey, il y a des jokes de ce gars-là que je pense encore à ce jour. Ça fait des mois que je l'ai pas vu. Il serait gêné de savoir à quel point je ris tout seul, des fois, à penser de ces vieilles jokes. Donc, je me tuais, puis malheureusement, c'est une des personnes tu sais, quand tu fais ça, l'humour au travers de ta vie habituelle, d'avoir une job de jour, d'avoir la petite famille, toute la patente, tu sais, toutes tes obligations, puis là, en plus de ça, tu fais la route pour aller faire des Ça shows, puis prend tout. beaucoup de temps dans un horaire, effectivement. Ouais. Puis Olivier, c'est malheureusement un des gars qui a vu les bookings que moi j'ai eus, puis que lui il a. Tu sais, vu qu'on vient des places différentes, tu sais, au début, on se voyait un peu plus de la façon qu'on était booké. Là, il y a ces soirées-là qui ont fermé, puis il y a d'autres soirées qui ont ouvert, puis lui, il s'est fait inviter à certaines, puis moi à d'autres, tu sais. Puis malheureusement, t'as pas le temps comme de prendre tout le temps des Garder nouvelles. contact Puis... avec. Non, ben, Ouais, c'est ça. c'était J'ai juste une question parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'avaient fait à d'autres personnes, puis que, tu sais, ils sont vraiment proches, fait que j'attendais une perche, là. Mais. Hey, mais non, puis quand j'ai les premières fois que j'ai joué à Sherbrooke, c'était sur ces soirées. Puis je me souviens là, d'être dans mon char puis d'avoir tellement hâte d'arriver les voir. Lui, puis Antoine Véronneau, j'espère que je prononce bien son nom de famille aussi parce que c'est Ben, vraiment. ça avait de l'air exact. Ouais, c'est juste assez légendaire mémoire sur les noms de famille. Puis Louis-Philippe Gamache, justement, dans ce temps-là, plus quand j'avais commencé. Hey, si c'était des shows de fun, là, j'ai tellement de bons souvenirs de ce place-là. C'est incroyable. C'est nice. Ben,
Ouch, excuse-moi, je viens de kicker le bureau, fait que l'image a probablement tressauté un peu. C'est pas moi qui étais en pleine convulsion, c'était vraiment ma caméra. C'est vraiment le bureau. J'en ai perdu ce que je m'allais dire. C'est-tu que c'est fort, c'est tête mon affaire. Je Je fais un coup de pied avance dans le les bureau, questions puis même. je perds tout. Moi, je suis habitué de faire ça tout seul puis de me parler tout seul. Ben, c'est que moi, ça me dérange pas qu'il y ait des silences, puis même que au début, j'exploitais beaucoup les silences. Justement, je faisais exprès parce que, un petit peu à la Yann Terriot, tu sais, ben, et comme là, je viens de le faire parce que je veux prendre le temps de peser mes mots. Puis je l'ai fait inconsciemment, ça aurait vraiment duré longtemps comme silence, mais là, je suis rendu avec le signe manie de je rame, je passe sur d'autres choses, puis je reviens. Fait que, si ça me fait chier de plus faire de silence. J'aimais ça, c'était relax. Quand j'ai commencé en humour, au début, je trouvais que je renais trop. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à me donner des espèces de trucs pour ralentir toute la patente. Puis à un point, justement, il y avait des pauses où est-ce que le monde riait. Puis c'était comme si ça doublait une joke. Tu sais. J'avais même pas mon punch de sortie encore. Puis juste Ouais. la façon que la pause était prise. Tu sais. Quand que t'as un premier rire, t'sais, moi surtout que j'écris beaucoup, quand j'écris mon texte en version finale, papier sur l'ordi, j'écris vraiment des lignes, tu sais, mettons, je cherche un exemple, là, je veux pas brûler du stock. Ah, bon. Moi, j'ai pogné un truc pour faire des règles d'handicapés. Mais, en réalité, c'est une phrase. Moi, j'ai pogné un truc pour faire des gags d'handicapés sans que ça me coûte 80 000. Mais, je prends une pause. C'est une micro-fraction de seconde. Mais si, tu sais, d'un, ça donne une intonation. Mais si le public est pour réagir, je vais le voir dans cette micro-fraction de seconde-là parce qu'on s'entend que quand on est sur scène, on est très très attentif à tout ce qui se passe dans la salle. Là. Parce que du moins, on essaye. Ouais. Mais, tu sais, ça, je sais bien que ça n'arrivera pas à. J'ai pogné un truc, pourquoi ça me coûte. J'ai pogné un truc pour faire des gags d'handicapés. Je sais que c'est pas là que ça va rire. Mais, pour pas que ça me coûte 80 000, voyons, là, je suis tout mêlé parce que j'ai trop reformulé ma phrase. Là. Sans que ça me coûte 80 000, là, il y a peut-être des gens qui ont le référent, mais c'est pas un gag. Mais s'il y a des gens qui ont le référent, là, j'ai un autre short à mon autre ligne. Fait que mentalement, je lis mon texte dans ma tête. J'ai comme conscience que la petite fraction de seconde, ben, s'il y a un rire, je vais l'étirer. Je sais pas si tu comprends, là. Ouais, ouais. C'est vraiment par rapport à la structure de mon texte, mais c'est pas vraiment une structure. Tu sais, quelqu'un qui m'écoute dans la salle, il comprendra jamais ce que je veux dire sans le voir visuellement sur mon ordi. Ouais, c'est ça. Et au début, j'avais peur de ces silences-là quand j'étais sur scène parce que c'est stressant. Puis à un autre point, j'ai l'impression que j'étais devenu un peu trop à l'aise avec ça. Genre, je me recheckais puis je voulais tellement comme profiter de ces pauses-là à un point que quand je me recheckais, je me disais, je ne sais pas si je les repère pas un peu, là, par exemple, tu sais. Mais c'est justement là que l'expérience te donne cette espèce de feeling-là, parce que d'une foule à l'autre, et c'est sûr qu'à force de la faire, tu comprends plus le feeling d'une joke. C'est comme, il y a des soirs que c'était juste pas ton soir, mais si 90-95% du temps que tu fais la joke de même, elle marche bien, ben là, tu as clairement fait une bonne structure autour. Puis tout, tu sais. Mais c'est en la faisant souvent, puis en changeant des petites affaires dedans, de baser sa réaction, que là, justement, tu réussis à la construire. C'est d'être intuitif à ce qui se passe, mais c'est dur à travers tout, là, se souvenir de son texte, à être impressionné par la foule, à être nerveux, tu sais, je pense de là l'expérience de le faire souvent quand tu commences, parce que juste ça calme un petit peu tes nerfs, tu fais ton texte plus souvent, fait que ça te permet de le roder plus. Tu sais, Est-ce que tu t'enregistres? Au début, j'étais religieux de m'enregistrer chaque soir puis de m'écouter, parce que je pense vraiment que c'est une partie importante de tout le procédé. Mais de par une certaine lâcheté à un point,
de refaire les mêmes numéros, d'être comme enchaîné d'enregistrer lui, par exemple. T'sais. J'ai un petit peu perdu l'habitude et là, j'essaye de me réenregistrer plus, au moins l'audio. C'est sûr que le mieux, c'est d'avoir une vidéo parce que tu peux voir des mimiques que tu aurais faites, tout ça. Mais si il n'y a pas vraiment personne que ça donne de me filmer, au moins, je vais juste starter l'audio sur mon cell puis le déposer à côté, voir mon temps en même temps, avoir une certaine idée du temps qui me reste. Puis au moins d'enregistrer ça pour entendre les rires. Ça, c'est traite au début parce que ton cellulaire, tu sais, le rire que toi, tu perçois sur scène, hey, t'écoutes ton sel, puis t'es comme, il me semble que le monde avait aimé ça, puis là, ça sonne comme s'il y avait deux personnes qui riaient, là, tu sais. Puis il y a un mélange de ça, de la façon que ça enregistre, mais aussi à quel point c'est impressionnant, puis toi, t'es satisfait d'avoir ton rire, tu sais. Ben, c'est aussi la différence, c'est que si quelqu'un t'enregistre du point de vue de la salle et sur scène, la sonorité est pas pareille. Quand tu as un enregistrement pris dans la salle, c'est sûr que tu entends beaucoup plus le rire. Ouais. Mais si tu t'écoutes, ton cell était sur ton stool à côté, ça peut être trompeur. Ouais. Et j'avais vu dans un documentaire, je l'avais même pas écouté au complet, c'était juste un documentaire que j'avais vu un bout, mais c'était Louis-José Hood qui parlait d'un show qu'il avait fait, puis la personne, il dit, tu sais, hey, tu dois être content, hein? Puis il dit, non, là, ce soir, il manquait un 400 personnes qui rient fort, là, pour que je me dise comme ça a bien marché. Puis la perception de quelqu'un de si bon que ça m'avait tellement impressionné de me dire, moi, j'ai même aucune idée comment ça file 400 personnes qui rient fort. Puis lui, le feeling qu'il a eu à faire, il manquait 400 personnes, tu sais, de ses standards à lui, là. Ça te démontre vraiment que tu n'as jamais fini d'avancer. Tu sais, peu importe à quel point tu as grimpé cette montagne-là, quand tu regardes en haut, il y a quelqu'un qui est infiniment meilleur que toi. L'humour est tellement varié dans tout ce qu'on peut faire en humour, de toutes les façons de l'exprimer, de la faire, tous les projets qu'on peut avoir. L'univers de l'humour est tellement grand que tu n'auras jamais fait le tour. On dit qu'il y en a beaucoup en ce moment des gens en humour. Et oui, c'est vrai. Est-ce que c'est mauvais? Non. Parce que l'humour est en santé au Québec. D'un, il y a la demande pour ça. Puis de deux, il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Puis il y a des trucs qui n'ont même pas encore été faits parce que personne n'y a pensé. Fait que c'est ça le mythe, littéralement. Là. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, du fait qu'il y a tellement de monde, je pense que d'un sens, quand tu es à un niveau plus bas, ça rend ça un petit peu plus difficile que, admettons, justement, si tu es Louis-José Hood, mais je t'en rien en train de dire que c'est plus facile pour lui, parce que c'est ultimement mérité, tu sais, c'est parce qu'il a passé des années à travailler super fort. Tu sais. Je vais te dire quelque chose que je suis sûr de ne pas me tromper. L'anxiété qu'on a avant, que peu importe le projet auquel on s'attaque, on a toujours une anxiété avant de se lancer dans quelque chose. Il y a la même chose, voire même pire à son niveau. On ne devient jamais 100% à l'aise. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Puis lui, ses anticipations sont totalement ailleurs en plus. Le niveau que lui, il faut qu'il atteigne pour être satisfait est tellement à un autre niveau, tu sais. La pression est même pas comparable. Ouais. Mais lui, son crowd, c'est son crowd. Tu sais, dans Full, c'est le monde qui veut le voir. Tandis que si tu es sur une soirée open mic, puis toi, tu es un peu plus conteur, puis ça donne que cette soirée-là, il aime un peu plus les one-liners, ben peu importe à quel point tu es bon, à soir, c'est pas ton soir. Tu sais. Mais si quelqu'un va voir Louis-José Hood, puis comme, je trouve qu'il parle vite, qu'est-ce que tu faisais là? Tu sais, mais il a ralenti dans les dernières années. Ouais, vraiment, ça vraiment. fait du bien. Ouais. Mais encore là, je veux pas avoir l'air de dire que c'est facile pour lui parce que il y a ça, parce qu'il a travaillé fort, parce qu'il a fait des soirées de même pendant des années, puis il s'est démarqué là-dedans. Puis aujourd'hui, il performe justement dans des eaux
avec des requins que moi, je ne pourrais même pas approcher, là, tu sais. Fait que, genre, c'est pas plus facile, mais c'est un autre game. Comme d'être bon en 5 minutes d'une soirée qui en a 7 autres, tu sais, versus vraiment être un vrai pro qui fait ça pendant 1 heure devant plein de monde. Tu sais, c'est deux games totalement différents. C'est une évolution là, qui est phénoménale. Puis même qu'à certains niveaux, je me dis que à l'inverse, il y a des humoristes qui sont établis puis qui font plus du tout d'open mic. Puis que je me demande des fois, qu'est-ce que ça ferait, mettons, de dire, fais un numéro 5 minutes. Tu sais, viens à une soirée open mic, fais-le. Il y en a qui ont de la misère, qui l'ont tenté, qui sont venus, puis ça a marché, mais ils ont eu de la misère. Mais il y en a qu'on voit jamais, puis qu'on a de la misère à s'imaginer comment ça s'adapterait à ça. Ouais. J'ai l'impression justement que quand tu es plus connu, tu sais, comme moi j'ai regardé Tambourine de Chris Rock, puis il y a eu une espèce de, je dirais 8-9 minutes où je n'ai pas ri. Mais j'étais super intéressé, j'étais super content de le regarder, j'étais fasciné. Puis il y a 1 heure, puis c'est super bon. Fait que ça me dérange en rien de ne pas être en train de ha rire parce que je tripe quand même. Mais si je vais te voir dans un show d'humour, puis que tu as juste 7 minutes, puis que tu me fais rire une fois, tu sais, dans cette formule-là, si tu as 1 heure, puis encore là, je veux pas sonner comme si c'était facile, c'est juste, c'est la version évoluée de l'art rendu là, de prendre son temps une fois que tu l'as mérité. Les gens vont te donner l'attention parce qu'ils t'aiment, puis t'es les Jojo, t'es Martin Matt, t'es Christine Morancy, qui que ce soit, tu sais, mais là, on est prêt à s'asseoir, puis on te juge pas, genre, ouais, t'es-tu drôle, toi? Tu l'as déjà établi, de par tes années de travailler fort que t'es drôle. Ben, les preuves ont déjà été faites. C'est ça. En open mic, le monde, c'est normal, le monde ne te connaît pas. Fait que quand tu rentres, le monde a plus un feeling, bon, lui, es-tu drôle? Puis là, faut que tu les accroches vite. T'sais, du moins, s'il rit pas, faut que tu sois intéressant d'une façon ou d'une autre, là, mais t'es plus jugé qu'un crowd qui est gagné, mais encore là, tes attentes sont vraiment pas. T'sais, s'il rit pas pendant 5 à 8 minutes parce que c'est toi, ben tu t'en vas, puis ils n'ont pas payé le gros prix à l'entrée non plus. C'est pas un billet à 50$, puis que tu viens de lui coûter 50$. C'est ça, puis là, il y avait juste toi pendant 1 heure, tu sais, là, c'est une pression qui est totalement différente, t'sais. Effectivement, j'ai pas encore vu ça de même, mais j'aime ton point de vue. C'est ça, je pense que je pense qu'il faut faire l'évolution, justement, de vivre cette espèce de 5 minutes-là. Puis je me souviens que la première fois que j'ai fait un 15 minutes, je me disais, je suis sur scène depuis tellement longtemps en ce moment. Je me disais, on dirait que je parle depuis toujours. Je me souviens même plus du son de la voix de quelqu'un d'autre, tellement ça fait longtemps que j'entends la mienne. Tu dirais ton humour comment? T'sais, je sais que c'est dur les premières années de mettre un doigt sur un style en particulier, mais sans me dire nécessairement un style, comment est-ce que tu décrirais ton humour? Quand j'ai commencé, j'étais vraiment plus conteur. J'ai l'impression que contre ce que je voulais au départ, à là, j'étais vraiment intense. Puis là, j'ai l'impression que j'amenais cette espèce de grosse intensité-là à l'humour que je veux pas nécessairement avoir. C'est pas ça que j'apprécie en humour, mais c'était ça que je connaissais. Puis au début, j'ai comme eu l'illusion que plus j'étais intense, plus ça allait marcher. Puis après un petit temps, après une couple de shows où est-ce que ça marchait pas, tu sais, parce que j'ai eu de la chance avec ça au début, ça a donné que j'ai pogné des foules qui aimaient ça. Mais après avoir fait quelque chose que j'aimais pas ça, je me suis dit, si j'aime même pas ça, tu sais, pourquoi je ferais ça? Fait que là, j'ai ralenti, puis je suis devenu justement plus conteur. J'essaie d'être un conteur le plus punché possible. Puis j'ai comme calmé le jeu un petit peu. Puis là, depuis le COVID, j'ai comme changé des façons d'écrire de manière à ce que j'ai amené beaucoup d'histoires de 8 minutes en
2 à 3 minutes, où est-ce que j'ai vraiment serré tout ça. J'ai juste gardé ce que moi je trouvais qu'il y avait de mieux dans ces affaires-là. Puis j'ai écrit un peu plus de one-liner aussi, de jokes un peu plus passe-partout, puis d'affaires de même. Puis là, j'essaie d'apprendre à jongler ça. Une espèce de style semi-conteur, mais un peu plus stand-up en même temps. Je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai un humour vraiment conteur. La définition de conteur, c'est des anecdotes inspirées de faits réels. Puis, tu sais, vraiment une histoire. Je raconte une histoire. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu le même déclic pendant la pandémie parce que moi, j'ai des prémices. Sans vraiment puncher les prémices, je commençais à raconter l'histoire, mais en viroyant autour. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout effacé mes prémices. J'ai été vraiment avec des prémices punchées. Puis, tu sais, vraiment style one-liner. Ou tu sais, peut-être des fois en 2 ou 3 lignes, mais tu sais, vraiment plus punché. Puis, j'ai raccourci, il était peut-être pas très long mes anecdotes parce que, moi je les trouve courtes, là. Peut-être qu'ils sont trop longues, mais tu sais, selon moi, ils sont déjà limite trop courts. Mais, tu sais, vraiment, j'ai été racheter des punchs là-dedans. Mais au début, c'est ça. Je parlais longtemps, avec précision, comme je suis dans le temps aussi que je donnais les conférences. Parler longtemps, précis, balader, tu sais, je me voyais un peu comme un chien de traîneau. Je balade le traîneau dans le sens que je veux. Tu sais, lentement, puis j'ai réalisé que non, le monde va s'endormir, là. Je fais pas 1 heure, je fais 5 minutes. C'est vraiment là, à ce niveau-là, que j'ai fait des adaptations. Ouais, dans le sens, ça fait du sens parce que tu vois des pros le faire puis tu essayes de faire ça. Mais là, justement, tu commences, puis c'est la dure réalisation que t'es pas un pro. Tu sais, quand j'ai commencé, on dirait que je me disais, si je suis pas capable de m'écrire un solide 5 à 8 autour d'un sujet, j'en parlerai pas. Je veux parler de la même affaire quand je commence que quand je finis, tu sais. Mais là, après avoir fait ça, justement, un temps, je me disais, fuck, pourquoi je me rajoute des niveaux de difficulté à cette histoire-là? C'est bien assez tough de même, là, tu sais. Peu importe, si j'aime ça, tu sais, je vais le faire, tu sais, puis si j'ai envie de parler de quoi pendant 8 minutes, je peux avoir cette liberté-là si je trouve ça bon. Je vais te donner un exemple que moi je trouve vraiment concret. Il y a des sujets que je me disais, j'ai appris en note un mot-clé en me disant, je vais écrire un number au complet là-dessus. Finalement, en révisant un autre de mes numbers, j'ai comme, ce sujet-là, je vais l'emmener là. Ça devient un liner, un punch, that's it. C'était supposé être un 5 à 10 minutes, puis finalement, ça devient une phrase. Ouais. Et j'ai des numéros que ça me faisait de la peine parce que c'était des numéros, admettons, de 7-8 minutes, tu sais. J'étais content parce qu'ils marchaient. Mais à force de les regarder en vidéo, j'étais comme, il y a juste 2 gros rires, par exemple. Ils marchent, tu sais. Tout le number est sur le cruise control. Le monde ricane. Mais j'ai pas envie que ça ricane, là, tu sais. Ça meurt, là. Fait que, tu sais, mais c'est plate parce que t'as mis du travail dans ce matériel-là. Puis, ce qui m'a amené à la prise de conscience, justement, que je te dis, c'est un petit peu parallèle au déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai dit dans un podcast, je me souviens plus à qui j'ai dit ça, mais j'ai carrément dit, bon, ben, clairement qu'il n'y a pas beaucoup de punch dans mes textes, mais je télécharge mon punch-out. Puis quand j'ai entendu ça au montage, j'ai tellement trouvé ça affreux, cette phrase-là, comme, je télécharge mon fucking punch-out. Mais si je le manque, mon punch-out, je viens de scraper mon gag au complet parce que je me suis trop fié là-dessus. Fait que de là, vraiment, ce petit déclic-là, là. Ouais. Puis, encore là, si quelqu'un trouverait le moyen de faire ça, puis que ça paye, tu sais, je veux dire, si je vais voir un show, puis qu'un gars, une fille, le fait, puis justement que le monde explose à la fin, puis que le monde parle juste de lui à la fin de la soirée, d'autres, ça c'est pour toi, c'est malade, tu sais.
C'est juste que moi, quand je regardais ce que moi je faisais, puis que justement, tu sais, c'est facile quand tu commences puis que t'es rien, de faire un petit peu de chemin, puis de regarder en arrière, puis de dire, regarde ce que j'ai fait, puis d'être content de ça. Mais c'est plus dur de regarder en avant tout le monde qui sont encore tellement meilleurs que toi. Tu sais, ça venait décourageant à un point. C'est facile de se mettre à marcher un petit peu, puis de devenir confortable là-dedans, d'être comme, tu sais, je fais des soirs open mic, ça marche, là, une couple de soirs par semaine, j'y vais, puis ça rit, tu sais. Mais ça rit à tout le monde. Tu sais, on est 8 ici, puis ça rit toute la soirée, là. Fait que c'est correct si quelqu'un décide de faire ça en passe-temps aussi, il n'y a rien de mal là-dedans. Si cette personne-là aime ça, aime l'action d'aller là, de parler sur scène puis tout, c'est pas obligé d'être quelque chose que tu veux faire ta vie, tu sais. Mais si t'aimes ça, compétitionner avec toi-même, si t'as envie, même si c'est pas pour gagner ta vie avec ça, si toi tu prends fierté, si ton stand-up te rend fier de toi quand tu le rends meilleur, puis quand tu tunes ça, puis c'est le fun d'avoir un projet, de travailler sur quelque chose, d'être ambitieux, puis c'est juste ça que ça te donne. Fantastique, justement, travaille ça. Mais c'est dur, tu sais, quand t'as mis une demi-heure, 1 heure, 2 jours, 3 jours, ça fait 3 mois que je rôde ce numéro-là, puis dans ma tête, c'est drôle. Mais eux autres, ils trouvent juste ça correct. C'est des référents que c'est juste trop moi qui comprends, tu sais, puis là, tu essaies de roder ces 4-5 minutes-là super longtemps, puis ça finit dans une joke de 25 secondes. Ben, ultimement, tu devrais être content d'avoir une bonne joke de 25 secondes. Tu sais. C'est l'orgueil qui vient s'en mêler. C'est ça. C'est parce que tu as tellement mis de travail là-dedans que tu aimerais ça que ça fonctionne. Tu sais. Puis il y a des affaires que tu comprends juste pas au début, puis il faut que tu trouves le bon moyen de l'expliquer au monde. Je me souviens pas qui m'avait dit ça, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Si pour toi c'est drôle, si eux autres rient pas, c'est parce que t'as pas réussi à leur expliquer. Mais c'est drôle, parce que pour toi, c'est drôle. » Ça me fait penser à Fallu. Stéphane Fallu, il disait ça un matin à un de ses cafés photos. Je ne sais plus qui c'est qu'il avait reçu ce matin-là. C'est ça, il y a un mot très gamin. Puis lui, c'est ce qu'il trouve drôle. Tu sais, oui, c'est clairement drôle, un mot gamin, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Lui, il s'est dédouané en se disant « Oh, ben, regarde, moi, je trouve ça drôle. » Puis oui, il y a l'expérience aussi de dire « La construction de mon gag est faite de façon à ce que, tu sais, ça soit logiquement drôle. » Tu sais, oui, c'est sûr que ça doit y arriver comme tout le monde de faire les mauvais gags, là, puis il s'en rend compte. Mais d'un coup, il a décidé qu'il assumait un gag, j'ai l'impression que si tu trouves pas ça drôle, il tombe pas qu'il s'en calisse, mais il passe outre. Dans le sens que lui, ça le fait rire. Il est à l'aise avec ça. T'es pas obligé de trouver ça drôle. Je trouve ça beau de voir quelqu'un qui se dédouane comme ça. Il est capable de gagner sa vie très bien avec ça. Il y a assez de monde qui trouve ça drôle pour que ça marche parce qu'il gagne sa vie avec ça. Fait que c'est le rêve, là. Puis justement, ça, c'est l'ultime talent de faire ce que t'aimes parce que moi, en ce moment, je fais ce que j'aime. Mais s'il y avait un agent Big Shot qui venait me voir et qui me disait si tu faisais ça plus de même, puis plus de même, il y aurait des gros sous qui viendraient avec ça. Moi, je travaille d'une shop parallèle en ce moment avec l'humour, là. Fait qu'il y a des changements. Malheureusement, c'est plate à dire, mais la réalité, c'est qu'il y a des changements que je suis prêt à faire. Je suis pas capable de tout changer si j'aime vraiment pas ça, si je suis pas, tu sais. Mais oui, il y a une certaine ligne que je serais prêt à franchir pour que ça marche, tu sais. Mais ces pros-là qui ont non seulement un gros succès, mais qui, en plus de ça, aiment ce qu'ils font, si ça file pas encore comme une job, tu sais, si t'es justement Louis-José Hood, si t'es tous ces gars-là, puis que ça file même pas, ben c'est sûr qu'il y a certains jours, ça file comme un travail, on se mentira pas, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup, c'est ça. C'est normal que ça nous tente moins, là. Ben ouais. Même quand c'est un passe-temps, il y a des soirs que ça te tente moins. Tu t'es pogné avec ta blonde dans la journée, puis là, il faut que tu ailles voir le monde. Je viens de m'acheter un ordinateur. Des fois, tu sais,
Mais justement, si tu veux être meilleur, faut le faire, puis le faire, puis le faire. Justement, je voulais te demander, t'as-tu commencé à faire le mot quand t'as rencontré ta blonde ou elle a appris à vivre avec ça pendant la relation? C'est une question piège parce que ma blonde, je l'ai rencontrée quand j'avais 14-15 ans. Oh, ok, quand même. Mais on sort ensemble depuis. C'est récent, là. C'est un an. Elle va m'en vouloir là, que j'aille pas la date, là, mais c'est dans mon calendrier chéri, je te le promets. à notre anniversaire, il va y avoir quelque chose. Mais fait qu'elle me connaît depuis très longtemps, puis quand on s'est rencontrés, l'humour était pas du tout un plan. Mais quand on a commencé à sortir ensemble, je faisais déjà de l'humour depuis un petit moment. Tu sais, c'est pas venu avec une surprise. Mais autant pour elle que pour moi, justement, il y a des soirs que ça ne tente pas de faire 3 heures de route pour aller parler au monde 5 minutes. Mais justement, il faut pogner une certaine discipline autour du fait de le faire souvent. Puis elle, il y a des soirs qu'elle avait d'autres plans. Là, elle a les enfants, puis ça aurait bien aidé que tu sois là pour faire telle ou telle affaire. Mais tu peux pas être là pour ça, tu sais, parce qu'il faut que justement que tu fasses 2 heures de route pour aller parler au monde gratis pendant 7 minutes, puis revenir, puis dire hey, ben, ça a super bien été, ouais, moi, ma soirée, pas tant. Ouais, puis c'est sûr que ça crée un certain clash. Là, tu rentres chez vous sur l'adrénaline de ton show, content de toi, tu sais, content de ton accomplissement, ou même des fois déprimé. Puis à la maison, c'est une humeur différente. Soit que ça a super bien été, puis que toi t'es de mauvaise humeur parce que ça a mal été, ou que ça a très mal été à la maison, puis que toi t'es juste trop fier. Yes, ça a bien été, I'm the winner, I'm the king. Non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Et puis toi, justement, vu que tu mets beaucoup de travail là-dedans, vu que ça te passionne, ben justement, tu sais, des fois, ça peut sonner anodin pour quelqu'un. Comme j'étais dans un bar devant 40 personnes qui ont vraiment ri, tu sais. Eux autres, ils peuvent, c'est correct qu'eux autres comprennent pas à quel point toi, ça t'affecte, tu sais, à quel point, justement, c'est de quoi que tu as travaillé longtemps, c'est un gros projet que puis t'as passé du temps à fignoler ça, puis t'es arrivé, puis ça a marché, tu sais, puis t'es confiant dans le futur, ça va marcher encore plus, parce que tu vas travailler là-dedans. Puis le monde, eux autres, ils le voient juste d'un demi-sous-sol devant 40 personnes d'un micro, avec un micro, c'est mais justement, ça vient avec les aspects d'une relation, qu'il faut qu'il y ait des sacrifices dans tous les sens. Puis moi, justement, je suis très chanceux que ma blonde me supporte fortement là-dedans. Puis j'ai pas de doute d'un sens que d'avoir un projet, ça fait de moi une meilleure personne. Et je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, quand j'ai pas un projet de même, justement, je perds de l'ambition, tu sais, je deviendrais, je check une série, puis je joue au plein. Je joue déjà bien assez au plein de même, là, tu sais, c'est bon, justement, que j'ai un temps, pour ça que je me challenge moi-même à faire de quoi, puis à pousser de quoi plus loin dans mon quotidien. Tu sais, ça forge le caractère d'une certaine façon, je pense. Garder un éveil d'esprit, l'esprit Ouais. occupé. Ouais. Ça te garde humble. Tu sais, quand tu as une certaine job, je dis pas, il y a du monde qui sont chirurgiens, puis il y a du monde qui ont des jobs un peu compliqués que moi. Mais moi, j'ai toujours été un gars de shop, un gars manuel. Tu sais, fait qu'il y a un point, quand ça fait une couple d'années que tu fais ta job, que tu es de shop, tu t'en connais ta job. Tu sais. Fait que là, tu pognes un certain, là, bon, ici, je connais ça, puis ce que je fais ici, je connais ça, puis ce que je fais ici, je connais ça. Fait que tu deviens super confiant. Tu sais. Puis là, tu essaies de faire du stand-up, puis soir après soir, ça marche pas. Puis là, ça te ramène là, Les extrêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est autant ben, le meilleur exemple que j'ai, c'est en improvisation. Dans un match, t'as une super bonne impro. Tu viens, tu sais, galvanisé, vraiment, là. Tu te sens comme Hercule, Superman. Il n'y a rien à ton épreuve.
l'impro d'après, t'arrives avec toute la confiance de l'univers, certain que tu vas tout casser. Clac! La porte se ferme, tu pognes une débarque. Là, tu viens de vivre le contraste, au niveau de l'humour, c'est beaucoup plus échelonné sur du long terme, mais ça revient à ça. Il faut pas s'arrêter à une soirée. Je suis vraiment envahi par les mouches, je vous viens. Ouais, on en voit plein. Ah oui, j'ai laissé ma porte ouverte dans ce podcast parce qu'il fait trop chaud. Parce que sinon, on entend ma fan tourner. Mais j'aurais vraiment pas dû faire ça. C'est la dernière fois que je fais ça. Invasion. Ouais, vraiment, parce qu'il y en a 4-5 rien qui ouvre le bureau. Mais ouais, comme mes 10, 11 premiers shows, tu sais, t'arrives à ton premier show, t'as 0 attente. Tu te dis, si ça arrive une fois, je vais être content, tu sais. Puis mes 10 premiers shows, justement, j'ai été de plus en plus haute énergie. Puis j'ai été surpris d'à quel point ça avait bien marché la première fois. Là, ça continuait de bien marcher. Puis j'ai quasiment, sans dire, tu sais, que je me trouvais super bon, là, j'étais comme, moi, je commence à comprendre des affaires dans cette histoire-là, là, tu sais. Puis mon 11e show, je suis arrivé avec mon espèce d'expérience, justement, de plus j'y vais haute énergie. Mais aussi de me dire, plus là, je suis dans le face, puis tout, plus ça marche, puis plus ça décolle. Puis... Fait que là, j'étais arrivé, là, puis je parlais fort, puis j'étais dedans, là, puis je mangeais toute la marde du monde, là, tu sais. Mais là, j'avais commencé de même, tu sais, j'avais commencé, puis tout, fait que je pouvais pas soudainement m'arrêter, puis tu sais, ma grand-mère a de la misère de ce temps-là. Tu sais, une fois que t'as commit à toute cette histoire-là, cette intensité-là, puis là, c'est les 7 minutes les plus longues de ma vie, là. Puis après la lutte, je m'étais blessé beaucoup à la lutte. Quand j'avais commencé l'humour, je me disais, au moins, ça fera pas mal. La blessure va être différente. Quand j'étais dans le char, en redescendant de ce show-là, là, vrai comme je suis là, je me disais que j'avais tort. J'ai physiquement mal en ce moment-là, d'avoir mangé autant de merde. Là. Puis là, je suis arrivé 2-3 jours après ça où est-ce que ma confiance était plus là, c'était bizarre. Puis jusqu'à là, je me suis dit, je vais jouer différemment. Tant qu'à pas me faire de fun, puis manger de la merde, je vais au moins manger de la merde dans de quoi que j'aime. Puis quand je me suis mis à faire de quoi que j'aimais plus, ben ça s'est remis à mieux aller. Puis, fait que justement, c'est bizarre. Ça, c'est beaucoup de l'aspect aussi de la franchise. Ouais. Je vais m'expliquer dans le sens que si tu commences à plus assumer ton matériel, ça peut marcher un temps, mais plus tu avances là-dedans, plus tu en es conscient, plus ça te dérange, plus le public le ressent. Ouais. C'est vraiment une relation, une causalité de cause à effet, carrément. Ouais. Puis ultimement, et puis encore là, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais justement, moi, quand je suis arrivé la première fois, je me disais, si ça rit, je vais être super content. S'il y en a un qui rit une fois, tu sais, je sais même pas si ça va marcher. Là, j'ai eu une réaction qui, à ce temps-là, m'avait impressionné parce que j'avais rien connu. Si je vivais cette réaction-là aujourd'hui, je me dirais, hey, ça n'a pas rentré partout à soir, là, tu sais. Mais à ce temps-là, j'étais super content avec ça. Puis immédiatement, genre, quand je me suis habitué à ce niveau de réaction-là, là, j'étais comme, il me semble que ça n'a pas bien marché à soir. Ça devient une C'est ça. Tu montes tes standards, et je pense qu'il y a du monde qui sont très bons, comme justement de continuer de faire du matériel. Tu sais, les Denis Drolet disent que ça a été super dur pour eux autres au début, mais qui ont persévéré avec ce qu'ils voulaient faire. Puis là, justement, ça a permis de bâtir une grosse following, puis tout ça, ils gagnent très bien leur vie avec ça, puis tout, tu sais. Mais il y a une force là-dedans, tu sais, parce que quand t'es bon, en commençant, puis tout va bien, quand tu connais rien d'autre, tu sais, mais de faire de quoi? Ouais. Mais de vivre cette espèce de rejet-là de la foule, tu sais, veux pas. Le contrat, c'est que tu vas les faire rire. Puis là, ils rient pas. Fait que si toi, justement, t'aimes assez ça, t'as assez confiance en ce matériel-là,
pour continuer de performer ça, puis tout, tu sais, il y a une certaine force là-dedans qui parfois est récompensée, puis c'est super beau. Mais quelque part, ton ego arrive, puis t'es comme, là, je veux que ça arrive, là, tu sais. Tu t'es attaqué, littéralement. Mais, crime, elle s'est posée dans ma lunette, là. J'ai failli me taper dans la face, mais je me suis dit, oh, ça va peut-être faire mal ou coûter cher. Un ou l'autre. Ben, tu me laisses-tu 2 secondes, je vais fermer ma porte parce qu'il continue à en rentrer, puis ça doit arriver à nuer au nombre qu'il m'a eu en 1 heure, là. Je vais aller me remettre de l'eau. Parfait, je fais une coupure au montage. Yeah. Hey! Oh non, that's weird! Ah, comment j'ai fait ça, moi? Un retour malaisant. Euh, non, tout le monde, si vous voulez vous abonner à la chaîne ou à la page Facebook. Oh! fun, fun fact, si. Bon, je reprends. Si vous voulez vous abonner à la chaîne ou à la page sur Facebook, les liens sont en haut. Je ne sais pas là, ils sont de quel côté parce que je les ai pas en ce moment, mais dans un des deux coins, il y a des liens pour s'abonner à la chaîne ou à la page Facebook. Puis, comme toujours, des commentaires, des partages, des likes, ça me rend bien heureux. Pour vrai, je vais fou. Je délire à chaque fois. Fait que faites donc une seconde de bonheur de plus dans ma vie. Avec un petit like, un petit partage, puis ça vous coûtera rien. Puis moi, je vais être bien. Puis, en plus de ça, vous allez donner une santé au projet. Je vais revenir vous gosser dans votre écran. Puis, vous allez être obligé de m'endurer un autre épisode après. Et c'est une boucle sans fin, tout le monde. Et je vous jure, ça sera pas facile. Si vous m'aimez pas à face, puis que vous me voyez à chaque semaine, pauvre de vous. Fun fact, mon Reg, ta blonde est arrivée pour venir dans la pièce, puis elle m'a vu la face en train de d'entertainer, puis je pense qu'elle s'attendait pas à me voir la face là. Elle était ultimement gênée d'être comme, là, y a du monde qui va me voir en pyjama, pis tout, pis moi, j'étais juste comme, on mange de la pizza, malade! On n'a pas du tout les mêmes priorités. Bon, regarde, c'est un accident qui tombe dans le comique, là. Pour elle, moi, je n'ai fait le saut, je pensais que c'était toi qui s'en venait, puis j'ai comme ralenti. J'étais en train de monologuer, si on veut, de faire mes plugs, tout ça. J'en profitais, me faire de la pub un peu. Puis là, je ralentis, je commençais à... Ah, ok, je vais shorter ça. Puis quand j'ai vu sa face en même temps, lui à la mienne, là, j'ai vu que c'était pas toi. La grosse réaction, elle a figé comme... ok, j'ai décroché complètement. Je m'attendais tellement pas à ça. Il va falloir que tu me montres ça si tu le coupes au montage. Ah, ben, je vais pas le couper au montage parce que sinon, ma plug, elle va toute perdre sa valeur. Parce que je commençais, ben, j'avais quand même un bon 10 secondes de fête sur ma plug, là. Euh, bon, de quoi qu'on parlait avant cette attaque de mouche jusque dans mes lunettes? Ah, Yann, de quoi est-ce qu'on nous pose Ben, vraiment? je voulais te parler de quelque chose. T'as-tu vu Joe Rogan? La fameuse offre qu'il a acceptée, il paraît-il, de Spotify? Ouais, 100 millions de Spotify, je pense. Ben, moi j'avais en tête 10 millions. 100 millions, ça se peut. Je sais que c'est un montant ridicule pour un podcast. Je pense que c'est ça. Et c'est ça, c'est pour l'exclusivité. Puis il faut qu'il fasse des playlists, je pense.
comme une playlist workout, là, tu sais, mais il dit que pour lui, ça a été super facile de faire ça. Du moins, il me semble que j'ai entendu Ok, faut parler de ça. qu'il crée des playlists de musique. Ouais, mais tu sais, c'est comme de dire, toi, t'écoutes quoi quand tu t'entraînes, tu sais, puis là, t'as une playlist genre de Joe Rogan, il écoute ça, tu sais, fait que ça a l'air d'être pas mal juste, tu sais. Genre, quand il est en char, il écoute ça, quand il s'entraîne, il écoute ça, tu sais, ça a l'air d'être quand même basic. Mais c'était. Ben, là, encore là, j'ai pas reconfirmé mes informations, là, fait que. On va s'entendre pour dire que tout ce que j'avance, c'est des paraît-il, que ça serait pour la diffusion de son podcast complet. Qu'il n'aurait plus le droit d'en faire sur ses autres plateformes. Ouais, Qu'il devrait réserver YouTube. ses podcasts complètement. Excuse-moi, je suis encore en train de paniquer que les mouches me tournent autour. Qu'il n'aurait plus le droit de diffuser son contenu ailleurs. Puis qu'il soit vraiment exclusif à Spotify. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Il Ok. garderait plein contrôle créatif ses invités sur ces affaires-là. Il n'y a rien comme qui vont y dire ça, t'as pas le droit de parler de ça, des histoires de même. C'est 100% l'exclusivité. C'est Puis, un gros mensonge. Excuse-moi, c'est un gros mensonge de la part de Spotify. C'est pas vrai qu'ils peuvent lui garantir aucune censure. C'est impossible. moi, Je t'explique pourquoi Spotify ne peut pas garantir ça. Spotify dépend. La moitié de son revenu, c'est des revenus publicitaires. Donc, Joe Rogan, je vais donner un exemple niaiseux. Il y a un beef avec quelqu'un, une compagnie de viande, par exemple. Puis, il décide d'attaquer cette compagnie-là en nombre. Tu sais, ben, pas d'attaquer, mais tu sais, de parler de ça, puis de donner son opinion là-dessus. Puis Spotify, c'est leur principal commanditaire. Là rentre le conflit d'intérêts qui va avoir une censure. C'est certain, ben, tu sais, pas qu'il va en avoir une d'imposer, mais que, tu sais, il y a des degrés à ne pas dépasser. C'est pas une totale liberté. je sais pas si ça va affecter justement le podcast. Je sais pas si on va sentir une différence ou si ça va filer pareil. C'est sûr que c'est dur de dire non à 100 motherfucking millions de dollars. Là. Ben, ça revient à ce que tu disais tantôt au niveau. Tu sais, si tu te fais approcher par une boîte qui t'offre du gros cash, tu sais, on a tout le temps, on se console en disant, oh, je suis incorruptible. Tu sais, l'argent, c'est pas pour ça que je fais ça pour mon plaisir, mais l'argent, elle vient souvent dans la balance. C'est surtout lui, dans son cas, on parle de 100 fucking millions de dollars. Là. Quand il n'y a pas d'offre, c'est facile d'être incorruptible. Tu sais. C'est comme si tu ne pognes pas avec les filles et que tu es fidèle. Tu sais, je veux dire, qui irait bien, chum. Tu sais, puis justement, à un point, ça dépend de à quel point tu es prêt à en sacrifier, puis est-ce que ça limite-tu au produit ou ça t'aide au contraire à faire du marketing autour de ça, puis tout. Parce qu'on se mentira pas que ça va mieux avec une équipe de production, toutes ces histoires-là. À un point, il y a ces affaires-là qui sont nécessaires, mais justement, plus il y a de monde. Kevin Hart parlait de ça, de sa relation avec l'humour versus Dave Chappelle. Puis, tu sais, pour faire une histoire courte, Kevin Hart parlait qu'il faisait plus d'argent que ça, que Dave Chappelle avec l'humour. Et justement, c'est parce que Dave joue quand il veut, dit ce qu'il veut. Tu sais, se met aucune limite. Mais mais si Kevin Hart tombe demain, il y a tellement de monde qui perd leur job. L'expression qu'il utilise, c'est qu'il dit il y a beaucoup de personnes en dessous du parapluie Kevin Hart en ce moment. T'sais. Justement, à cause de tous les films, toute la patente. T'sais. Tandis que oui, un Dave Chappelle va faire moins d'argent, mais justement, il va sur scène quand il veut, il dit ce qu'il veut. C'est une liberté qui est Aussi incroyable. que Dave Chappelle, je pense que ce qui représente le plus sa carrière, d'un bout à l'autre, c'est il s'est gardé un droit à la liberté. J'ai une manière de parler, là, je veux pas dire garantir que. Il veut pas dire ce qu'il veut. Mais il est toujours resté dans un style plus libre où c'est que, tu sais, comme le fameux fait, tu sais, l'histoire on entend souvent, il pige un mot,
Puis, bon, ben, tu sais, il s'en va vraiment avec une liberté humoristique là-dedans, là. Puis, tu sais, de dire non à une saison 3 du Chappelle Show, juste parce que, justement, il essayait de serrer la vis un peu, sinon, des millions et des millions de dollars, puis veut pas. Puis, je suis un gros fan de Dave Chappelle, c'est en rien une critique, mais quand Dave Chappelle dit non à une saison 3 du Chappelle Show, si t'es Charlie Murphy, si t'es Bill Burr, si t'es tous les humoristes qui ont travaillé là-dedans d'une façon ou d'une autre, ça, c'était de la grosse exposure que toi, t'as pu, parce que Dave Chappelle décide qu'il n'est pas d'accord avec vers où ce qu'ils veulent enligner ça. Et justement, c'est pas une critique, c'est deux façons de vivre, justement, d'être plus Kevin Hart ou d'être plus Dave Chappelle, que c'est deux gars qui ont du succès, qui ont tout le talent du monde, que je respecte immensément, tu sais, mais un point, c'est toi qui décides à la fin de la journée qu'est-ce que tu as envie de regarder dans le miroir. T'sais. Et si toi, tu es satisfait avec ça, victoire. Je vais te revenir avec Joe Rogan. C'est un précédent quand même dans l'univers du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette offre-là? Ben, ce contrat-là. Puis, je me demande c'est quand est-ce que... Tu sais, je dis pas que ça va arriver au Québec parce qu'on est 10 ans en retard, mais c'est quand est-ce qu'il va y avoir des offres beaucoup plus vers les podcasts pour les grosses plateformes comme Spotify ou peu importe quoi, même pour la TV, se diriger vers les créateurs de contenu plus libres. Mais c'est Joe Rogan, c'est sûr que c'est quand même à un autre niveau. Mais je me demande quel impact que ça va avoir dans toute la hiérarchie des podcasts, que ça Ouais. donne une crédibilité vraiment sans précédent au podcast. Quand j'écoute des podcasts qui ont des invités ou qui ont du monde, qui n'ont pas nécessairement les mêmes pensées que moi, genre religion, politique, des histoires de même, tu sais. Quand j'entends juste des courts extraits de ce monde-là, quand je vois des articles sur Facebook puis tout, tu sais, je suis tout le temps comme, parle d'un innocent, tu sais, parle d'un cave puis tout, puis... Mais quand j'écoute un podcast puis que j'entends cette personne-là expliquer son point pendant 3 heures, évidemment, je suis pas d'accord avec tout le monde, tu sais, puis il y a du monde qui pense pas comme moi, puis c'est correct, je suis en loin, je suis de loin, pas un génie. Tu vois, je suis même pas capable de le dire, fait que ça monte un bon. Hein. Mais justement, tu sais, vu que c'est une manière de communiquer, tu cherches pas nécessairement justement le petit audio croquant là, qui va faire que le monde va cliquer sur toi sur Facebook au lieu de la fille qui a un J de cul sur Instagram. Tu sais, tu cherches des clics, tu cherches des likes, ça c'est rapide. On est habitué d'avoir une stimulation très rapide aujourd'hui puis tout. Mais une podcast, justement, souvent le monde vont ralentir, vont expliquer leur point, puis là, justement, tu dis quelque chose, puis la personne est comme « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Puis là, il explique, puis t'es comme « OK, ouais, même si t'es pas d'accord, au pire, t'en viens beaucoup plus en un. Je comprends pourquoi cette personne-là pense comme ça. » Je pense que cette honnêteté-là rend ça le fun. Je t'avouerais qu'il y a des fois où c'est que je suis pas d'accord du tout avec des gens, tu sais, dans la vie en général, puis que c'est jamais arrivé qu'après avoir écouté un podcast au complet avec ces personnes-là, que je me dise, justement, comme tu disais, je suis pas capable de comprendre, voyons, non, tu sais, ça amène tout le temps une conscience. Puis oui, c'est niaiseux à dire, mais même mes proches, des fois, je prends même pas le temps de leur parler comme qu'on se parle là aussi longtemps, puis quand même aussi en détail. Fait que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui amène pas une autre sphère, mais un point de vue très différent qu'on n'avait pas avant avec la radio, que c'est des time-lapse ben, pas des time-lapse, mais c'est des chroniques chronométrées à seconde près, sans avoir de silence, puis des cadres plus rigides. Fait que, Ouais. Et j'entendais justement Bill Burr qui parlait, qui trouvait ça bizarre de faire de la radio au début de sa carrière, et parce qu'il était dans le studio avec le gars, tu sais. Puis il est comme, bon, OK, on va commencer ça dans 4 minutes, on va parler des choses qui se font en fin de semaine, de ci, de ça, puis tout, ça se pas. Il dit, là, t'es comme, ouais, puis il dit, OK, cool, on y va dans 3, 2, 1. Hey, tout le monde dit, bon, puis là, Bill Burr, t'es comme, tu sais, je parlais à un humain, genre, là, 1 seconde, là, puis là, là, c'est devenu une mascotte.
Puis ça, on devient generic radio guy, puis on... Puis Justin, puis c'est dû au succès, quelque part, veut pas, le premier gars qui a fait ça, il a inventé ça, si on veut, tu sais. Tout est original la première fois que c'est fait, mais ça devient, des affaires de même ont tellement de succès que ça devient l'espèce d'image de ce que de quoi devrait être. Là, t'as plein de monde qui essaye d'imiter ça, tu sais. Ben, je vais faire un lien étrange. C'est juste comme ton podcast. Viens voir ton boy. Faut pas que tu changes ça. C'est ta marque de commerce. C'est la base de toute la... ça. Honnêtement, c'est que je me dis que le problème, c'est que si tu l'entends, tu sais pas comment ça s'écrit. Je sais pas tout le monde qui le cherche. T'sais. Ben, pour vrai, j'étais assez sceptique quand que je suis tombé sur... Parce que ton podcast, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je l'ai partagé sur la page Les Têtes Creuses sur Facebook. Fait que allez voir ça. Merci beaucoup. On est assez sceptique à la première vue quand on tombe sur le podcast parce qu'il est vraiment écrit I-E-N-O-I-R-O-I-I-I. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais tant qu'on n'entend pas le Hey, viens ouais ton boy! On comprend pas, on peut pas comprendre. Mais je trouve que ça crée vraiment une image avec ça. J'essaye de... Je trouve qu'il y a un aspect au stand-up qui est vraiment genre, là, je vais monter sur scène, je vais prendre ce micro-là, je vais parler, puis vous allez fermer votre gueule. Il y a de quoi là-dedans qui amène une espèce de... Moi, je sais de quoi je parle, tu sais. Puis moi, je sais pas de quoi je parle, puis j'ai pas l'arrogance. Tu sais, je veux pas donner le feeling au monde. C'est la dernière chose que je veux, de donner le feeling au monde. Comme, moi, je vais vous dire comment vivre. Tu sais. Il y a des humoristes qui le font, puis qui le font bien, puis qui ont des grosses croyances, tu sais, et tu sais, des humoristes justement super politisés, qui parlent de politique à plein, tu sais. Puis eux autres qui connaissent ça, tant mieux. C'est ça leur réalité à eux autres, fait qu'ils parlent de ça, tu sais. Mais je veux pas avoir de l'air... Depuis le début que j'ai commencé ça, j'essaye de pas essayer d'avoir de l'air plus big shot que je suis. Tu sais, j'ai pas envie de fake it till you make it. J'ai envie comme danser là-dedans à la vitesse que ça va avancer, de me rendre où c'est que je vais me rendre. Et la lutte à un point, même si j'ai toujours aimé ça, à un point, la lutte, c'était dur parce que ça faisait 10 ans que je faisais ça. J'avais mal, j'avais physiquement mal, jour après jour, puis je gagnais toujours pas ma vie avec ça. Puis même si j'aimais encore ça, il y avait une certaine amertume qui m'a empêché d'apprécier ça autant que j'aurais dû, à ce temps que je ne l'ai plus. Tu sais, puis déjà, le stand-up, c'est justement, je suis constamment en train d'essayer de me rappeler. Parce qu'on veut être meilleur, on veut performer, on veut que le monde rit puis que ça rit fort. Puis je suis tout le temps en train de me dire, justement, une fois que tu ne pourras plus le faire pour n'importe quelle raison, tu vas regretter de ne pas avoir... Ça pendant que ça passe. C'est ça. Ça passe tellement vite quand tu es sur scène, dans rien de temps, ton temps est fini puis tu t'en vas. Puis justement, avec tout le stress, avec tout ce que tu vis d'être là, il y a tellement une pression avec ça que c'est dur de le vivre, justement, d'apprécier vraiment le moment. Puis, justement, je pense qu'ultimement, on va tous regretter quelque part quand on va penser à nos vieux jours de stand-up. Ah ben, moi, c'est un petit peu de là que mon désir de faire du stand-up est venu. Mais tu sais, j'avais pas littéralement fait du stand-up, j'avais fait des choses qui ressemblent beaucoup à du stand-up, sans réellement, tu sais, pouvoir dire que, ouais, tu sais, je faisais l'open mic, des choses comme ça. Mais, tu sais, avec le recul, je suis comme, tu sais que ça me manque, tu sais, d'entendre le monde rire, d'entendre le monde réagir à ce que je dis, pis tu sais, on ne pense pas sur le coup. Avec le recul, c'est comme, parce que là, moi, je sais pas si t'as vu dans les autres podcasts, je suis handicapé, fait que je peux plus travailler. Tu sais, je suis comme chez nous à me tourner les pouces. Que j'avais pas vu. Non, ben, je vais résumer rapidement, là, pour pas écœurer le monde que ça fait 8 épisodes de m'entendre répéter ça. Dans le fond, j'ai un traumatisme crânien. OK. Puis je peux plus travailler, j'ai déjà un accident de la route, fait que
J'ai perdu la capacité de travailler, mais tu sais, perdu la capacité de travailler. Je suis considéré comme invalide. Quand j'ai arrêté de lutter, c'était dû à un traumatisme crânien. Moi, ça a été une année très dure. Évidemment, je suis pas en train de comparer, ça a l'air... Même moi, je pourrais pas comparer le mien avec le tien. Il n'a pas un de pareil d'un TCC. C'est fou, là. Ouais, mais c'est... je veux pas dire mes sympathies, mes condoléances. T'es pas mort. Je sentais que ça s'en allait vers ça. Fait que... Je suis comme quelqu'un de plus brillant que moi aura un bon mot pour dire ça. Mais non, puis justement, le cerveau, c'est d'autres choses. Je me suis fait mal au dos, aux jambes, aux bras, mais tu peux pas juste mettre un pansement sur ta tête. Juste moi, justement, après l'accident, là, pendant des mois, les lumières. Puis... Ah, ok, ouais. Ouf. C'est des années, ben, tu sais, même encore là, je viens d'apprendre que je vais retourner en réadaptation, puis ça faisait des années que j'avais fini. Okay. Faut que je retourne en réadaptation. Moi, ils m'ont dit, ça se peut que ça change ta personnalité, tu sais, d'avoir vécu ça. Puis il y avait mes amis qui me disaient, tu le sens-tu? Puis je me disais, c'est vous autres qu'il faut qu'ils me le disiez. Moi, je me rendrais pas compte de ça. C'est avec le recul. Parce que moi, sur le coup, j'ai l'impression d'être pareil. Puis, ben, ouais, ok, j'avoue, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Moi, je fais beaucoup trop d'introspection dans la vie. Je suis tout le temps après m'analyser, dans le fond. Fait que, mais après 2 ans, j'ai commencé à voir, ouais, il y a vraiment une différence. Puis, mais ça m'a pris 2 ans avant de réaliser ça de moi-même. Les gens me disaient, puis, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu parles? Après 2 ans, j'ai vraiment vu, ouais, ok. Réellement, c'est pas rien que le côté physique, tu sais, de mon côté gauche, il marche plus bien ou, tu sais, des choses comme ça, c'est vraiment au niveau aussi de la personnalité, là. Mais une bonne introspection, ça peut être une arme terrible en stand-up parce que justement, c'est d'exprimer ton point de vue, ton angle de quelque chose, tu sais. Fait que justement, de trouver à l'intérieur de toi comment toi tu vois ça différemment de tout le monde, tu sais. C'est une grosse partie de la job, si on veut. Fait que des fois, des fois, c'est lourd. Mais des fois, justement, tu te dis, je serais-tu capable de faire ça si j'avais pas cet aspect-là aussi? Tu sais, qui des fois est dur, tu sais, justement, de toujours être plein de doutes face à plein d'affaires, tu sais, mais quelque part, des fois, ça nous drive. Moi, je trouve que le stand-up, ben, de mon point de vue, c'est peut-être parce que je fais beaucoup d'introspection puis que je parle beaucoup de moi ou des situations que j'ai vécues. Selon moi, le stand-up, c'est l'expression même de la franchise. C'est vraiment, si tu me demandais comment tu décris le stand-up dans, tu sais, peu importe dans quel contexte, c'est vraiment les mots, c'est l'expression même de la franchise. C'est rien de plus franc qu'un rire. Puis pour faire rire, pour provoquer le rire, dans 90% des cas, c'est la franchise. De mon point de vue, là, c'est sûr, c'est pas, tu sais, dans l'absurde. Ben, il y a de la franchise malgré tout dans l'absurde, là. Tu sais, il y a un côté franc. Ouais, quelque part, parce qu'il y a du travail, tu sais. Fait que s'il y a du travail, c'est que t'es comme, là, je mets ça de l'avant parce que je pense que ça va faire rire du monde. C'est ultimement. Genre, peu importe comment toi tu travailles ça, comment tu essayes, justement, le langage que tu as avec la foule, c'est le rire. Tu sais. Encore là, je me souviens pas qui m'avait dit ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit faire du stand-up, c'est une conversation que tu as avec la foule, mais eux autres, ils ont juste le droit de rire. C'est leur seule manière de te répondre. Tu sais. Puis justement, d'aller chercher ça, j'en parle, ça me manque. Là. Moi, je trouve que ça fait un super beau punch-out. Le duel d'analogie sur le stand-up. Fait que si t'avais des plugs, j'irais avec ça. Likez ma page de Jean Côté Humoriste sur Facebook. Le monde, si vous trouvez ma page personnelle, c'est simple. J'invite tout le monde de ma page personnelle à liker la page humoriste. Puis quand j'ai le temps, je delete tout le monde de ma page personnelle que je connais pas. Tu viens de me donner la solution. Parce que j'ai le même problème, mais là, Chris. J'aimerais ça, tu sais, justement, que ça soit simple, mais pas. Des fois, je regarde du monde. Je trouve ça plate des fois, parce que je me dis, des fois, je vais peut-être effacer du monde
que j'ai vu un soir puis que j'ai vraiment apprécié, tu sais, mais que sa face me revient juste pas, tu sais. Puis d'autres fois, je me dis, j'ai peut-être effacé des filles vraiment trop belles, fait que j'ai pensé que c'était un faux compte. En comptant dans mes amis, je l'ai vu une, j'étais comme, non, toi, t'es pas vrai. Je l'ai délité, puis la fille est comme, hey, j'ai trouvé drôle, ce gars-là, voyons donc. Ça, c'est pas du vrai stock. C'est tout soit refait ou c'est du fake, là. Regarde, débarrasse-toi, c'est toi. Oh, mais c'est ça, Régent Côté humoriste, puis la page de ma fédération de lutte, Victory Ring, justement, que j'organise aussi à Robertsonville, qui est dans le coin de Thetford Mines. Merci, Nicolas Jalbert, justement, de m'encourager à travers ça, puis tout. Mon podcast serait impossible sans lui, et Victory Ring aussi. Très content d'être si bien entouré. Nice. Ben, t'as fini, parce que ça, je le demande, parce que des fois, j'ai tendance à couper trop vite. Ah non, ouais, j'ai un Huerto Boy sur ma page de Jean Côté Humoriste. Fait que si tu veux, les Huerto Boy, rien sur de Jean Côté Humoriste, c'est là que ça se passe. Est-ce que c'est magique? La façon que tu dis, même moi, j'essaie de dire tantôt, pis ça n'a pas la même sonorité. Il faut venir de Disraeli pour être capable de paquer les Huerto Boy. C'est un art transmis de génération en génération depuis des millénaires. C'est ça, c'est ma tribu de Dana à moi. De mon côté, si tu aimes le projet, si tu veux que le projet survive, si tu veux découvrir des jeunes de la relève, j'essaie vraiment d'y aller avec des variétés, ben des variétés. Comme si les humoristes étaient des hot dogs ou pas des variétés, mais avec des gens différents. Tu peux suivre le projet sur Facebook, Les Têtes Creuses Tradition Podcast, c'est écrit juste au-dessus. Sur YouTube, euh, ma chaîne Louis Dumas, qui est écrit juste au-dessus de quel côté, je ne sais pas, parce que c'est la première fois que j'utilise ce programme-là. Je pense que c'est ce bol-là. Puis, encore une fois, des commentaires, des likes, des partages. Je vous l'ai dit tantôt, là, quand je suis tombé face à face avec sa conjointe, là, pis qu'on a eu l'air de deux chevreuils en avant d'un char, ça a 20. Ben, tu sais, à ce moment-là, j'étais en train de vous dire comment est-ce que vous me rendez heureux avec toutes vos... le feedback que vous m'envoyez. Fait que tout le monde continue comme ça. Yes, à la prochaine.